Arrêtez de casser les couilles avec le mouvement parfait, la contraction volontaire, à la Nassim Saïli. Ça sert à rien. Allez, ça y est, ça commence. Ça commence. Un mec qui va me clasher direct. L'hypertrophie, c'est la contraction musculaire, stress métabolique, tension mécanique et surcharge progressive. Ok, alors comment m'insulter et me donner raison 3 secondes après, et en plus c'est du charabia qui veut rien dire ce qu'il est en train de nous sortir là. Et en fait, la muscu, il n'y a rien de magique, il n'y a pas de gros science, c'est de la biomécanique, de l'anatomie. Il y a le côté scientifique, mais tester sur soi, c'est le plus important. On a l'illustration parfaite de parler pour rien dire. Donc là, il n'y a aucun conseil dans ce réel, c'est juste un réel pour faire des vues, parce que on m'a critiqué au début. Alors, je peux comprendre que ce soit un petit peu tentant de se dire, vas-y, on va essayer de critiquer quelqu'un qui a plus d'abonnés ou alors qui est présent depuis plus longtemps pour essayer de faire réagir un petit peu les abonnés. Mais quand on n'a rien d'intéressant à dire après, malheureusement, la mission n'est pas accomplie. En fait, il faut arrêter avec les mouvements parfaits, les exercices parfaits en se disant l'amplitude parfaite. On sait déjà maintenant qu'on n'a pas tous les mêmes fémurs. Le mouvement parfait n'existe pas, mais le mouvement adapté à toi parfaitement, ça existe. Sinon, on ferait tous pareil. Non, tout est faux. Tout est faux. Le mouvement parfait existe, l'exécution parfaite existe d'un point de vue biomécanique et anatomique. Il a sorti des termes biomécaniques et anatomiques, mais il sait probablement pas ce que ça veut dire. Donc si une exécution optimale est parfaite pour cibler et isoler un muscle, ça existe. Après, effectivement, elle peut être un tout petit peu différente en fonction des individus et de leur morphologie. Et c'est pour ça que dans mes vidéos, je vous conseille pas de faire un mouvement parfait, je vous explique comment le mouvement fonctionne pour que vous puissiez en faire votre mouvement parfait. Aussi simple que ça. Mais si, continuez à casser avec l'exécution parfaite parce que ça a toujours servi à quelque chose. Je pense que vous êtes au courant que les réseaux sociaux, ça regorge de conseils pour prendre du muscle, pour perdre du gras ou autre. Le souci, c'est est-ce qu'ils sont vraiment fiables? J'ai un gros doute, surtout quand on voit des vidéos comme celle-ci. Mais plutôt que d'être mauvaise langue, on va analyser tous ces conseils et voir ce qu'il en ressort sur l'entraînement et la nutrition. C'est parti. 6 avantages que tu as à soulever plus lourd lors de tes entraînements. Premièrement, en soulevant plus lourd, il est plus facile de recruter l'ensemble des fibres musculaires du muscle que tu souhaites recruter. Alors tout le monde veut soulever lourd apparemment. Qu'est-ce que c'est que ce délire? On va quand même l'écouter parce que pour l'instant, il a rien dit de mauvais. Deuxièmement, et contre les idées reçues, c'est moins fatigant. Simplement car, à contrario, les séries longues et légères créent plus de dommages musculaires et augmentent le temps de récupération générale. Alors ça c'est vrai, pour le coup, on a plutôt un bon conseil. Effectivement, vous m'avez déjà entendu dire sur cette chaîne que pour l'hypertrophie, les séries courtes comme les séries longues étaient aussi efficaces les unes que les autres. D'ailleurs, il y a une méta-analyse qui montre ça, je vous la retrouverai, je vous mettrai le lien dans la description. Par contre, effectivement, les séries longues peuvent générer un peu plus de fatigue. Donc c'est peut-être pas un bon calcul de faire que des séries longues tout le temps, toute l'année. En 3, il est plus simple d'estimer ses répétitions en réserve et d'être proche de l'échec musculaire, qui est d'ailleurs un des facteurs les plus importants pour progresser. Ça aussi c'est vrai. Encore une chose de totalement vrai. Là on est pas mal, là. On a plutôt un bon conseil sur les réseaux sociaux. Ceci dit, je nuancerai un tout petit peu. C'est pas parce qu'effectivement il est plus facile d'estimer ses répétitions en réserve sur des séries courtes qu'il faut faire que des séries courtes. En fait, lorsqu'on développe assez d'expérience, on arrive avec assez de facilité à estimer les répétitions en réserve, que ce soit sur une série de 6 ou une série de 20. Personnellement, j'y arrive très bien. Mais effectivement, ça demande pas mal d'expérience. Et pour quelqu'un qui aurait entre 1 an et 4 ans d'expérience à la salle, peut-être qu'effectivement, je lui conseillerais d'avoir une majorité de séries qui sont plutôt courtes et d'éviter de faire par exemple 80% de ses entraînements avec des séries de 20. Attention quand l'hypertrophie est l'objectif. Pour d'autres objectifs, ça peut être différent. En 4, sache que si tu manques de sommeil, celui-ci affecte davantage l'endurance et la capacité de travail que la force. Alors c'est intéressant ce qu'il vient de nous dire. Le manque de sommeil influence l'endurance et la capacité de travail plus que la force. Ça, je le nuancerai parce que ça dépend de quelle phase de sommeil tu manques. En fait, vous n'êtes pas sans savoir que votre nuit de sommeil, elle se divise en cycles. Et ces cycles se divisent en phases. Le sommeil léger, le sommeil paradoxal et le sommeil profond. Et il semblerait que ces différentes phases correspondent à différentes récupérations, si je peux utiliser cette expression-là. Et en l'occurrence, sommeil paradoxal serait associé à la récupération nerveuse, alors que sommeil profond serait plutôt associé à la récupération physique, voire même musculaire. Donc sur ça, je suis pas tout à fait d'accord. De toute façon, le manque de sommeil, c'est une catastrophe, que ce soit pour la force, pour l'endurance ou pour tout ce que tu veux. Et je nuancerai en disant que ça dépend des phases de sommeil dont tu manques. 5. Soulever le lourd t'aidera dans les sports où tu as besoin de sprinter, de sauter ou de faire des accélérations. Et pour finir, cela rend l'augmentation des charges plus facile sur le long terme, particulièrement sur les exercices mono-articulaires. Alors, je suis encore une fois plutôt d'accord. C'est un bon résumé qu'il nous a fait. Alors, en regardant cette vidéo, on a quand même plutôt l'impression
qu'il recommande que les séries courtes, mais je pense qu'il faut lire un petit peu entre les lignes. Il a bien précisé que les séries lourdes étaient intéressantes, ça on le sait depuis des années déjà. Et pour moi, la meilleure façon de procéder, lorsque vous ne savez pas vraiment identifier quelle fourchette de répétition sera la plus intéressante pour vous, c'est de faire plusieurs cycles d'entraînement, des cycles d'entraînement avec séries courtes, des cycles d'entraînement avec séries longues. Vous voyez un peu comment vous performez, comment vous arrivez à maintenir une technique d'exécution correcte, et puis vous allez voir qu'au fur et à mesure des mois, voire même des années d'expérience, vous saurez identifier quelle fourchette de répétition est la meilleure pour vous. Par exemple, pour moi, les pecs, je les fais presque exclusivement en série courte, alors que les deltoïdes, je les fais presque exclusivement en série longue. Mais ça, c'est parce que j'ai testé différentes fourchettes de répétition avant d'en dresser ces conclusions. Mais pour le coup, très bon conseil. On voit beaucoup en salle faire cette erreur, c'est-à-dire de faire du curl biceps face à la poulie. Tout ce qu'on veut, c'est une tension qui vient de l'arrière, et là, du coup, elle vient de l'avant. Ce qui fait qu'en fin de mouvement, vu que la tension vient vers l'avant, tu as beaucoup moins de tension. Moi, ce que je te conseille, c'est de ne plus être face à la poulie, mais dos à la poulie, ce qui fait qu'ici, tu as encore full tension, alors qu'avant, tu n'en avais quasiment plus. Alors, c'est très mal dit, mais il a 100% raison. Je vous dis pas le nombre de fois où je suis tombé sur les réels de ce gars-là sur Instagram, et à chaque fois, je me dis la même chose, putain, il est quand même bien stock, hein. Par contre, il n'arrive pas trop à articuler ses conseils, parce qu'on n'a pas compris grand-chose. Ce qui veut dire, c'est que lorsque vous faites du curl à la poulie, face à la poulie, la courbe de résistance va plutôt être à l'avantage de la tension de contraction. Alors que quand vous faites du curl dos à la poulie, la courbe de résistance va plutôt être à l'avantage de la tension d'étirement. Et on sait que la tension d'étirement, c'est plus efficace, plus intéressant pour l'hypertrophie. Du coup, effectivement, pour cet exercice-là, il vaudrait mieux le faire dos à la poulie. Ceci dit, c'est pas aussi simple que ça. Ça veut pas dire que la version face à la poulie doit être complètement supprimée, ça veut juste dire qu'il faut être conscient de ces différences pour mieux programmer ces exercices dans votre programmation d'entraînement. Et personnellement, la variante qu'il propose dos à la poulie, c'est pas ma préférée parce que le câble va être complètement gênant pour faire les répétitions. Je me serais personnellement avancé un tout petit peu plus, donc j'aurais fait peut-être un pas en avant pour qu'il y ait une réelle tension d'étirement très intéressante. Et là, on a un exercice nickel que je vous ai d'ailleurs partagé dans ma vidéo du pire au meilleur exercice pour les biceps. Au cas où, je vous la laisse dans la description si vous voulez jeter un coup d'œil. Moi, quand tous les experts conseillent de garder le dos droit, ah ouais, lui, il a rien à perdre. Lui, il a rien à perdre. Ta colonne vertébrale doit bouger et non pas juste empêcher un mouvement. Ah ouais, mais frérot, elle t'a fait quoi ta colonne vertébrale? Tu la détestes? Abonne-toi pour apprendre à te construire un corps antifragile. En réalité, je suis d'accord avec lui, hein. Il a raison dans le sens où ta colonne vertébrale, elle est faite pour bouger. D'ailleurs, c'est le cas pour toutes les articulations de ton corps. Donc, à aucun moment, il faudrait avoir peur de faire tel ou tel mouvement, à condition qu'il y ait une certaine progressivité, une certaine progression plutôt. Donc, lorsqu'on s'entraîne à faire un mouvement, avec de plus en plus de contraintes, théoriquement, il ne devrait pas y avoir de problème. Et selon certaines personnes, selon certains experts ou certains spécialistes, effectivement, de s'entraîner à faire ces mouvements avec de plus en plus de contraintes, eh bien, ce serait la solution à la prévention des blessures. On en pense ce qu'on voudra, moi je trouve que c'est quand même plutôt cohérent. Et effectivement, j'aurais tendance à encourager les gens à ne pas avoir peur à faire tel ou tel mouvement, à ne pas avoir peur que la colonne vertébrale se mette dans des positions qu'ils pensent pas naturelles ou qu'ils pensent dangereuses. Il faut juste s'entraîner à le faire de manière progressive. C'est clair que si du jour au lendemain, vous vous mettez à faire du soulevé de terre Zercher avec une charge délirante, c'est sûr que l'hernie discale, elle va pointer le bout de son nez. Mais si vous le faites de manière progressive, semaine après semaine, en augmentant la charge de travail, eh bien vous entraînez votre colonne à être soumise à ce genre de contraintes dans ces positions-là. Regarde la couleur de ces pattes juste ici qui ont vraiment l'aspect jaunâtre. Et maintenant, regarde la couleur de celles-ci qui sont vraiment beaucoup plus pâles, beaucoup plus claires. Et bien ça, c'est ce qu'on appelle la différence entre des pattes assez merdiques et des pattes de qualité. En fait, quand tu as des pattes, tu dois vraiment avoir un temps de séchage très lent. C'est le cas pour ces pattes-là, qui ont l'aspect beaucoup plus pâle, beaucoup plus clair et qui ont souvent l'appellation lenta et cicazione. Sauf que certaines marques qui veulent full rentabilité accélèrent ce processus en mettant les pattes sous haute température, ce qui vient dégrader de fou leur qualité et ce qui leur donne l'aspect vraiment jaunâtre. Donc si tu as des pattes chez toi qui ont plutôt cette couleur-là, tu sais qu'elles sont de pas très bonne qualité comparé à ces pattes-là qui sont souvent des marques italiennes qui sont quand même beaucoup plus qualitatives. Alors, encore une fois, il a décidé de parler français. C'est toujours quand même assez mal expliqué, mais bon, il a raison, donc on va pas non plus le faire chier pour ça. C'était pas très clair, mais c'est vrai que le processus de fabrication des pâtes et même du riz a une grosse importance dans leur qualité et puis dans leur digestion en fait. Donc quand vous voyez des pâtes ou du riz cuisson rapide, mais fuyez-les
comme la peste. Vraiment, fuyez-les comme la peste parce qu'il n'y a rien de bon là-dedans. Et en fait, pour garantir la cuisson la plus rapide possible, eh bien, ils sont pré-cuits et complètement dégradés, ce qui du coup peut réduire leurs bienfaits pour la santé ou en tout cas augmenter leurs méfaits. Après, le parallèle qu'il fait avec la couleur des pâtes est assez intéressant. Au final, dans ce cas précis, c'est plutôt un bon conseil, même si personnellement, je me fierais pas exclusivement à la couleur des pâtes parce que parfois ça peut être trompeur. Mais encore une fois, il a plutôt raison. Ça, on aime bien ça, bah oui, c'est un peu léger, c'est un peu drôle. On ne tire jamais un cadavre avec le dos rond. Jamais, jamais, jamais. Dos droit, bonne posture, flexion de cheville, flexion de genou, flexion de hanche. Et là, on est nickel en termes de contraction volontaire. Ah non, pas lui. Là, je sais qui c'est. Non, 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 non. Pourquoi? Mais non, mais non, mais pourquoi? Oh là là, mais déjà le squat sur le Bosu, c'était pas suffisant, il fallait qu'il fasse une rotation externe de la barre sur un squat. Ce gars-là, ce coach-là, je sais même pas si c'est un gars d'ailleurs ou une femme, j'ai déjà vu ces vidéos sur Insta où c'était des exercices à dormir debout, mais vraiment à dormir debout. Peut-être qu'on peut en passer d'autres pendant que je réagis à celui-là, mais là c'est du délire. Et ça, on voit bien que c'est uniquement fait pour réagir sur les réseaux sociaux parce qu'il n'y a aucune cohérence. Enfin, il n'y a aucun avantage à s'entraîner comme ça, à part amuser la galerie, faire un réel qui potentiellement va beaucoup faire réagir et peut-être faire risquer la blessure à tes clients, parce que là, c'est n'importe quoi. Et même le patron de la salle, moi, je vois quelqu'un faire ça sur ma Smith Machine, je lui dis, c'est la sortie, c'est par là. Je vois quelqu'un faire ça avec des élastiques sur mon hack squat, mais je lui dis, mais plus jamais de la vie, tu mets les pieds dans ma salle de sport. Donc non, ça c'est non. C'est ce qui fait que le métier de coach perd un peu en crédibilité, c'est avec des réels comme ça. Ça, c'est ni fait ni à faire. Et ceux qui me disent, ouais, mais bon, les personnes qui font ça, elles ont besoin de variété. Si jamais ça leur plaît, c'est le plus important. Non. Non, non, non. On peut pas partir de ce principe-là. Prendre des compléments alimentaires ne sert à rien. Alors, déjà, ça commence bien. Oh là là. Putain, mais qu'est-ce que je déteste les réels qui commencent comme ça. Alors, qu'est-ce qu'il va nous dire? Ce n'est pas parce que la qualité nutritionnelle de la nourriture de supermarché se dégrade que l'on doit bouffer des compléments alimentaires sur compléments alimentaires. Alors oui et non. Je pense que effectivement, à cause de la dégradation de la qualité des aliments qu'on trouve en supermarché, ça peut justifier la prise de certains compléments, surtout dans des cas de figure bien précis, comme pour les sportifs qui se dépensent presque tous les jours de la semaine. À ce rythme-là, on va se retrouver à manger que des trucs qui sont faits en laboratoire. Non, c'est pas le but. Et en plus, le terme complément alimentaire, ça vient bien complémenter une alimentation. Donc là, on n'est pas en train de parler de substituts alimentaires. C'est vrai que si jamais c'était des substituts alimentaires, là, ça poserait problème. D'ailleurs, je comprends pas comment les substituts alimentaires peuvent encore exister. Et un complément alimentaire de zinc, par exemple, isolé pour en faire un complément, n'est tout juste pas adapté au corps. Alors si, clairement que si. Un complément comme du zinc ou on va prendre un autre minéral comme le magnésium, les études le montrent que c'est des compléments efficaces, que la supplémentation peut apporter des effets bénéfiques. D'ailleurs, si vous avez un petit doute, je vais vous partager un site qui est super bien, qui s'appelle Examine. Examine, c'est un site où vous pouvez taper n'importe quel minéral ou complément, tout ce que vous voulez, créatine, bêta-alanine, etc. Et vous allez voir un résumé de ce que c'est, à quoi ça sert, comment le prendre. Et puis en dessous, vous avez toutes les études scientifiques qui montrent si c'est intéressant ou pas. Alors pour consulter les études scientifiques, je crois qu'il faut payer le site, mais pour toutes les autres informations, c'est gratuit. Donc par exemple, si vous avez un petit doute sur la posologie de la créatine ou de la bêta-alanine, vous allez sur Examine, vous tapez créatine, bêta-alanine et vous voyez toute la liste qui sort. Pareil, je vous laisse le lien du site en description. Donc pour l'instant, on est totalement en désaccord avec ce gars-là. Car aucune alimentation destinée à l'homme contient un minéral isolé. Il est toujours accompagné de d'autres minéraux qui sont en synergie les uns des autres. Chaque minéral dans l'organisme est en symbiose avec d'autres minéraux. C'est pourquoi chaque aliment est toujours composé de plusieurs minéraux que l'on peut appeler vivants. C'est pas faux, dans le sens où effectivement, on recommandera à personne de ne consommer qu'un seul minéral toute la journée. Mais encore une fois, le but des compléments alimentaires, c'est de complémenter une alimentation. Donc on part du principe que si vous prenez du zinc et du magnésium, c'est que le reste de votre alimentation est quand même cohérente et bien réfléchi, et que vous n'allez pas manger de la merde juste à côté. Et dans ces cas-là, le zinc apporté de manière isolée va de toute façon entrer en synergie avec les autres minéraux et les autres vitamines que vous avez consommées dans votre alimentation. C'est-à-dire vibrant sur une certaine vitalité, une certaine énergie. Ouais, des trucs que qui l'on ne vibrent retrouve sur une pas certaine dans un vitalité. complément alimentaire fabriqué en laboratoire, et encore moins
dans un minéral isolé. Ok, bon bah là on est parti sur des énergies et de la vitalité, donc je pense que ça va évidemment manquer de fondement scientifique, mais bref, on n'est pas là pour parler de ça. C'est un peu dommage parce que sur ce genre de réel, pareil, si on lit entre les lignes, on comprend bien que c'est pas un minéral isolé qui va résoudre tous vos problèmes. Et dans ce sens, je suis un petit peu d'accord. Mais le problème, c'est qu'il utilise bien l'expression complément alimentaire. Et si ça s'appelle complément alimentaire, c'est bien pour une raison, c'est pour complémenter. Et à partir du moment où ça complémente, les compléments alimentaires peuvent être très intéressants. Après, on est tous d'accord pour dire que vous n'avez pas forcément besoin de compléments alimentaires. Mais de la même façon que vous n'avez pas forcément besoin de squat pour développer des cuisses énormes ou de développé couché pour développer des pectoraux énormes. Est-ce que ça veut dire que le squat et le développé couché ne servent à rien? Absolument pas. Ils peuvent être très bien utilisés lorsqu'on sait pourquoi et comment les utiliser. Les compléments alimentaires, c'est pareil. Et d'ailleurs, si vous avez fait vos petites recherches sur les compléments alimentaires, vous savez que la créatine, par exemple, c'est super intéressant. Vous savez que la protéine peut vous aider à atteindre votre quota journalier. Vous savez que les électrolytes peuvent vous aider à maintenir un effort intense pendant de longues heures. Vous savez que la citrulline peut améliorer la congestion, que la bêta-alanine peut améliorer les performances. J'imagine que vous êtes bien renseigné sur le sujet et que vous êtes conscient que les compléments peuvent vous apporter un vrai plus lorsqu'ils sont bien utilisés. Et si j'ai lancé ma propre marque de compléments alimentaires il y a quelques mois, c'est bien parce que je suis convaincu de l'importance des compléments lorsqu'on s'entraîne dur et qu'on a des objectifs ambitieux. J'ai lancé mon pré-workout il y a quelques mois, Power Up. Vous avez été littéralement des milliers à le commander, un grand merci pour ça. Et ce qui est bien aujourd'hui avec toutes les ressources qu'on a, c'est que vous pouvez vous-même vérifier si les compléments que vous prenez vont être intéressants. Par exemple, pour Power Up, toute la liste d'ingrédients, vous allez la taper sur le site Examine et vous allez voir à quel point ils peuvent être intéressants pour réduire la fatigue, pour améliorer les performances, pour améliorer la congestion, etc. Power Up, c'est disponible en 2 saveurs, fruits rouges et pomme kiwi. Ça va vraiment transformer l'efficacité de vos séances. Si vous en doutez, vous avez juste à vérifier les avis des personnes qui l'ont déjà commandé. Donc je vous encourage à le faire en cliquant sur le premier lien dans la description et vous pouvez utiliser mon code NASSIM10. Ma marque de compléments alimentaires Coalition Nutrition, c'est pas juste un pré-workout. Il y a aussi de la créatine Créapure qui arrive dans quelques temps. Au moment où vous regarderez cette vidéo, peut-être qu'elle sera déjà disponible. Et il y a d'autres compléments qui vont suivre. Donc cliquez vite sur le premier lien dans la description pour commander Power Up et peut-être la créatine. Vous utilisez mon code NASSIM10 et vous explosez tout lors de votre prochaine séance. After you turn 30, your body loses 1% of muscle every year. It's called sarcopenia. Ok, il m'a cassé mon délire. J'ai 36 ans, j'ai déjà perdu 6% de masse musculaire. Et oui, malheureusement, ça c'est un fait. And so the most important exercise you can do is weight training to build back muscle. But if you're doing weight training, you got to take enough protein. So I take 4 eggs and then I take some veggies, some broccoli or something on the side. So I eat a lot of protein to maintain and build muscle. Fantastique. Bon là, on était au courant pour l'instant. Faites de la musculation pour éviter ce phénomène de sarcopénie, surtout lorsque vous avez plus de 30 ans. Mais en fait, la musculation, c'est bon à n'importe quel âge. Et effectivement, manger des protéines pour soutenir le processus de gain musculaire. Musculature is the one thing about your body that has the highest correlation with longevity. You do not build muscle mass from yoga. You do not build muscle mass from aerobic. You actually destroy muscle mass if you do long distance running. Long distance running, according to Doug McGuff, the exercise pioneer, is stupid. J'aime trop quand il y a des gars qui font des conférences comme ça et qui te disent ça, c'est stupide. Alors je sais pas comment réagir à cette déclaration. La masse musculaire est la chose la plus corrélée avec la longévité. Si vous m'aviez dit ça il y a 5 ou 6 ans, j'aurais dit définitivement. Aujourd'hui, quand on connaît l'importance de la santé cardio-respiratoire, on peut se demander si les deux ne sont pas aussi importants l'un que l'autre. Après, de dire que le travail en aérobie détruit de la masse musculaire, ça je suis désolé de le dire, mais c'est un peu vrai. Et je vais peut-être m'attirer les foudres de ceux qui ne font que de la course à pied, mais si vous faites que de la course à pied sans renforcement musculaire, il y a de fortes chances pour que vous dégradiez du tissu musculaire. Donc pour moi, le top, ça serait quand même d'allier travail cardio avec travail musculaire pour avoir une bonne condition cardio-respiratoire et une bonne masse musculaire. Allez, c'est parti, prépare-toi à avoir une vraie série portée à l'échec. Est-ce que vous êtes prêts à voir une vraie série portée à l'échec? Parce que personnellement, je sais pas à quoi ça ressemble. C'est une blague, bien sûr. Donc oui, je vais décoller les talons, je descends le plus bas possible, j'ai les genoux qui rentrent vers l'intérieur et qui dépassent également la pointe des pieds. Est-ce grave? Bah non. Est-ce grave? Bah non. J'aime trop les gens qui ont un excès de confiance comme ça. Alors c'est pas faux, de décoller les talons, c'est pas forcément un problème. Quand je poste des stories sur mes séances jambes, il y a toujours mes talons qui décollent un petit peu, que ce soit sur le squat ou sur le hack squat ou sur le squat pendule. Alors peut-être que c'est révélateur d'un manque de mobilité, mais en fait, si tu as une bonne stabilité et que tu as une bonne technique d'exécution, les talons qui décollent de quelques millimètres ou quelques centimètres, c'est pas trop grave. Faut pas vraiment s'en faire, surtout si on a l'habitude de le faire et qu'on a assez d'expérience. C'est pareil pour les genoux qui rentrent. Si les genoux rentrent très légèrement, d'ailleurs je l'ai dit dans ma vidéo sur le squat, si vous êtes habitué à le faire et que vous avez assez d'expérience,
c'est pas grave du tout. Par contre, c'est quelque chose que je ne recommanderais pas si vous êtes débutant. Si vous êtes débutant, apprenez à faire le mouvement sans que les talons décollent, sans que les genoux rentrent sur l'intérieur. Et après, dès que vous développez assez d'expérience et de pratique, vous pouvez avoir un peu plus de flexibilité. Et puis les genoux qui dépassent la pointe de pied, ça on sait, aucun problème. Il suffit de se mettre un petit peu à jour et de ne pas rester bloqué dans les années 1960. Oh là, il est vénère lui. Qu'est-ce que t'as mon pote? Alors tout d'abord, je vais légèrement lever mes talons pour me permettre d'avoir une plus grande amplitude, donc de plus descendre, ce qui augmentera ma flexion de genou et donc le recrutement de mes quadriceps. Aïe 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 aïe, première erreur. Le fait de descendre plus bas va effectivement augmenter la flexion de genou, mais ne va pas nécessairement améliorer le recrutement des quadriceps. Parce que ce qui est important dans un hack squat ou dans un squat, c'est pas le degré de flexion de genou, c'est l'éloignement de l'articulation du genou par rapport à ce qu'on appelle la ligne de force. En fait, on veut que le bras de levier soit le plus important possible entre l'articulation du genou et la ligne de force. Le souci, c'est que lorsqu'on descend très très bas, on se rend compte que le genou se rapproche de la ligne de force, que le bras de levier se met à se réduire en bas du mouvement. Donc c'est pour ça que l'amplitude totale, l'amplitude complète, c'est pas toujours une bonne idée. Alors ça dépend aussi de votre placement, etc. Mais c'est pas toujours une bonne idée. Et ce gars-là, il aurait mieux à faire à descendre un petit peu les pieds sur la plateforme et laisser partir les genoux un peu plus loin, quitte à descendre moins bas. Il aura toujours la même flexion de genou, mais le genou se sera éloigné de la ligne de force, ce qui provoquera plus de contraintes et donc potentiellement un meilleur recrutement. Pour les genoux qui rentrent, si c'est également ton cas, sache que c'est pas forcément un signe de faiblesse. Tu as juste à regarder les meilleurs powerlifters haltérophiles du monde. Tu vas voir que certains vont avoir les genoux qui rentrent vers l'intérieur lors d'un squat. Ouais, ça effectivement, c'est pas trop grave les genoux qui rentrent. Faut pas que ce soit un délire, hein, faut pas qu'ils commencent à se toucher, mais les genoux qui rentrent un petit peu, c'est pas, faut pas que ça soit synonyme de blessure ou de mauvaise exécution. Là, on est d'accord. Le fait qu'un mouvement ne paraisse pas forcément joli ne veut pas dire qu'il est mauvais. Alors arrête de traiter ton corps comme un être fragile, il est conçu pour s'adapter. Tant que tu respectes ta progression et que tu restes à l'écoute de ton corps, bah fais-lui confiance, il sait ce qu'il fait. Fais confiance à ton corps, il sait de quoi il parle, il saura te donner les bonnes indications. Alors je suis pas d'accord sur le écoute ton corps. Je l'ai dit plein de fois, écouter son corps, ça nécessite de parler le même langage de son corps. Et pour ça, il faut développer assez d'expérience, accumuler assez de connaissances. Et tu dis pas à un débutant ou quelqu'un qui va à la salle depuis quelques mois, écoute ton corps. Non, il saura pas l'écouter son corps. Après, on se rejoint sur le fait que si tu habitues ton corps à aller dans certaines amplitudes et que tu le fais de manière progressive, et ben du coup, il n'y a pas de souci. C'est pas parce que ça paraît bizarre pour certaines personnes que c'est forcément dangereux. Donc là, on est tout à fait d'accord. Par contre, ton hack squat, mec, il est pas terrible. Hein. D'ailleurs, si tu es intéressé par la biomécanique, j'en ai fait une formation. Il ne reste que 9 places pour bénéficier de 50% de réduction. Allez, petite formation. Eh ben oui, ça serait dommage de s'en priver. Hein. Alors, c'est quand même assez bizarre de proposer une formation sur la biomécanique et de conseiller d'avoir une amplitude complète sur le hack squat, alors que ça pourrait être moins intéressant pour le recrutement des quadriceps. C'est dommage. Normalement, quand on connaît un petit peu la biomécanique, on est conscient que ce qui va être important, c'est plutôt l'augmentation du bras de levier et que pour augmenter le bras de levier, c'est pas nécessaire de descendre très très bas, c'est quand même plus intéressant de descendre les pieds sur la plateforme. Et puis pour ce qui est de sa série à l'échec, j'ai l'impression que sa série a duré 3 minutes. En plus, elle avait l'air d'être passée en accéléré et pour moi, il y a beaucoup trop de temps entre chacune des répétitions. Si tu as besoin de prendre 6 ou 7 secondes entre chacune de tes répétitions à la fin de ta série, c'est qu'il y a un problème. Ça peut te donner l'illusion de progresser alors que tu as juste pris plus de récupération entre chacune des reps de ta série. C'est pour ça que personnellement, je conseille plutôt de faire toutes les reps en continu et de ne pas commencer à prendre des micro-récup parce qu'elles peuvent donner l'illusion d'avoir grappillé plus de reps alors qu'en réalité, c'est pas le cas. Et ben, je m'attendais à voir des choses beaucoup plus catastrophiques, mais au niveau des conseils, si on lit entre les lignes, on se rend compte que la plupart donnent des conseils assez sensés, qui sont pas toujours bien formulés et que du coup, ils peuvent prêter à confusion, mais je m'attendais clairement à voir des aberrations. J'en ai pas vu. Donc c'est plutôt encourageant par rapport au contenu qui est partagé sur les réseaux sociaux. Les amis, j'espère que ça vous a plu. Peut-être qu'on se donnera rendez-vous pour un épisode 3. N'oubliez pas, mon pré-workout Power Up est disponible en cliquant sur le premier lien dans la description. Dans le premier épisode, j'avais réagi à des conseils d'experts. Vous allez voir, on a des trucs complètement délirants. Je vous laisse la vidéo quelque part à l'écran. Allez la visionner parce qu'elle est super intéressante. Et j'espère qu'on pourra se faire un petit épisode 3. Et de toute façon, on se retrouve pour d'autres conseils. À plus.